qu'à la fin, on ait bien compris ce qu'on n'a pas compris. C'est-à-dire que c'est une manière de rendre les choses, de rendre la complexité des choses comme elles sont dans la vraie vie. Et donc, si après une étude talmudique on a vraiment bien compris, c'est qu'on n'a pas encore étudié vraiment le Talmud. On a fait des conférences. Donc pour ce soir, effectivement, je vais essayer de vous proposer une vision, pour le coup, on peut le dire, issue du Talmud Bavli dans Kiddushin, qui parle d'un problème assez complexe, connu, qui est la question de savoir qui est juif. Qui est juif? Pourquoi? Parce que pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant? Parce que la grande problématique du judaïsme, c'est que si ce n'était qu'une religion, c'est-à-dire si ce n'était qu'une science de la connaissance ou des articulations, des développements sur les rapports de l'homme à Dieu, de Dieu à l'homme, alors la question, si vous voulez, de la filiation ne se poserait pas d'une manière si importante, si fondamentale. Quand on prend par exemple la question de la filiation, disons peut-être en dehors de la psychanalyse, on voit que la question est plutôt un problème d'argent, c'est-à-dire qui va hériter, par exemple. Dans le judaïsme, qui n'est pas qu'une religion, mais qui est aussi une sorte, on va dire, d'entreprise familiale, alors la question de qui fait partie de la famille, donc qui est juif, est absolument fondamentale. C'est-à-dire que la question n'est pas qui est croyant, la question n'est pas qui pense que Dieu existe, ou la question n'est pas mon rapport au spirituel. Ma question est avant tout, est-ce que tu es juif? C'est-à-dire, est-ce que le programme proposé par le judaïsme, est-ce que tu en fais partie? Est-ce que tu es dans ce programme-là ou tu es en dehors de ce programme-là? Et donc, d'ailleurs, on voit que la notion d'Israël, être Israël, c'est plutôt un nom propre. C'est-à-dire, disons, il y avait une marque déposée de l'entreprise Israël, et donc les gens sont de l'entreprise Israël. Ce sont des fils d'un monsieur qui s'appelait Israël. On les appelle les Bnei Israël. Le pays, c'est un nom propre. Israël, c'est un nom propre. C'est pas la France d'un monsieur qui s'appelait France, c'est pas l'Angleterre d'un monsieur qui s'appelait Angleterre. C'est Israël d'un monsieur qui s'appelait Israël. Donc la question est qui est juif? On croit, à tort, et ce que je voudrais essayer d'expliquer ce soir d'une manière pas trop complexe, mais avec quand même un peu d'éléments de l'étude du Talmud, c'est que
priori, c'est vraiment trop bizarre. Ça veut dire, on dit que on est tellement dans des sociétés d'hommes, et tout à coup, les juifs, ils font un sale coup là, ils disent que être juif, ça passe par la femme. Je vais essayer de vous montrer ce soir que pas du tout. C'est absolument faux. Et les conséquences de ce absolument faux seront valables, bien sûr, pour tout ce qui est GPA, insémination artificielle, procréation médicalement assistée. Toutes ces choses-là, en fait, sont dépendantes de ce sujet de est-ce que c'est vrai que le judaïsme passe par la mer. Donc dans le Talmud, voilà comment les choses sont présentées. Alors là, on dit, effectivement, vous allez peut-être un peu moins bien comprendre. On dit la chose suivante. Quand il y a un mariage, ou pour être plus précis, quand il y a, c'est un peu l'axiome aussi, quand il y a une possibilité de mariage entre deux personnes, l'enfant prend toujours le statut du père. Je répète. Quand il y a, on appelle ça quand il y a des kiddushin, quand il y a possibilité de mariage, ça veut dire quand A et B, juridiquement, ont l'autorisation de se marier ensemble. Alors, l'enfant prend toujours, le toujours talmudique, c'est qu'il y a plein de nuances, l'enfant prend toujours le statut du père. Ça, c'est règle numéro 1. Règle numéro 2, quand il y a un enfant qui vient d'un couple, qui même s'ils vivent ensemble, n'ont jamais la possibilité de se marier, ou plutôt pour être plus précis, quand un des deux n'est jamais concerné par le mariage juif, alors l'enfant prend toujours le statut de la mère. Prenons deux exemples connus et concrets. Un monsieur juif épouse une femme non juive. Question. Peuvent-ils se marier? Les deux sont-ils considérés, ont-ils accès au mariage juif? Réponse, non. Le monsieur juif avec une femme non juive, la femme non juive n'a jamais accès, elle n'est pas concernée par le mariage juif. L'enfant prendra le statut de la mère. Ça veut dire que le statut de l'enfant vient du manque de possibilité qu'il y ait couple. Donc que les choses passent par le père. C'est comme si, d'une certaine manière, il n'y avait pas véritablement de couple. Et s'il n'y a pas véritablement de couple, alors, et c'est ça le point de l'affaire, quand il n'y a pas véritablement de couple, alors il n'y a pas de paternité. Je répète. Quand il n'y a pas véritablement de couple, il n'y a pas de paternité. Donc un monsieur juif avec une femme non juive, l'enfant aura le statut de la mère. Et vice-versa. Vice-versa. Un homme non juif avec une femme juive, ça n'est surtout pas que le judaïsme passe par la mère, c'est que l'enfant prend, quel que soit le cas, quand il n'y a pas couple, le statut
de la femme. Et donc, ce qu'il faut expliquer, et ce qui est assez intéressant, c'est pourquoi, quand il y a une absence de couple, ce qu'on appelle le Gittinsat, le mariage est impossible. Le mariage, juridiquement, est impossible. Quand le mariage est juridiquement impossible, l'enfant prend le statut toujours de la mère. C'est comme s'il y avait l'absence de paternité fait qu'on en revient à la mère. L'absence de paternité. Mais quand il y a effectivement possibilité de couple, donc possibilité, on se raisonnement-là, de paternité, et donc plutôt possibilité de paternité, l'enfant prend systématiquement le statut du père. Donc c'est comme si on disait, l'enfant prend systématiquement le statut du père quand il y a un père, et quand il n'y a pas de père, il prend toujours, bien évidemment, le statut de la mère, que ça soit juif ou pas juif, peu importe. Donc, d'où la phrase, le judaïsme ne passe pas par la mère, tout passe par la mère quand il y a absence de paternité. Pourquoi le mariage lui-même, le mariage mixte, est interdit? C'est juste une petite parenthèse parce que c'est plutôt technique ce dont je veux parler maintenant, mais c'est pour prévenir quelques questions. Vous voyez, on estime que l'aventure juive, l'aventure familiale, qui se transforme en peuple, mais qui garde le nom, qui garde un nom propre, qui a été l'aventure d'un nom propre, n'est pas l'aventure d'un concept, mais plutôt d'un nom propre. On estime que c'est une aventure, donc l'aventure juive, l'histoire juive, c'est tellement affreux, c'est tellement dur, c'est tellement complexe, c'est tellement ce qu'on ne souhaiterait pas aux autres, qu'on préfère éviter que les gens qui ne sont pas avertis rentrent dans cette histoire. Et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse malentendu, on dit les juifs, ils ne sont pas, ils ne veulent pas convertir les gens, etc. Pas du tout. Les juifs ont beaucoup de gentillesse pour les gens et leur disent, on ne va pas te mettre dans une histoire qui est une vraie catastrophe. T'es d'accord? Donc, je te conseille, pour ton bien, de rester à ta place gentiment. Et laisse-nous avoir notre histoire complexe, difficile, catastrophique, particulière, etc. Donc, si vous laissez, par un peu, d'une certaine manière, égard pour l'autre, et parce que nous, on sait ce que c'est que cette histoire, quand on se la raconte vraiment, qu'il y a cet interdit de mariage public dans le sens où ce n'est pas quelque chose que l'autre pourra supporter, donc il ne peut pas y avoir de couple quand les deux ensemble ne peuvent pas supporter la même difficulté historique. Voilà, ça c'était. Maintenant, essayez de comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire du statut particulier de la mère, et quand il n'y a pas de couple, c'est ça qui est assez complexe, quand il n'y a pas de couple, c'est-à-dire quand il n'y a pas de possibilité de mariage, d'histoire commune, à ce moment-là, il n'y a pas de paternité. Donc la question, de manière plus moderne, est-ce que dans une insémination artificielle, il y a un père ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on considère, par exemple, si j'ai une obligation